Après la phase de développement et de test d'une application, vient sa phase de déploiement ou de mise en production. Aujourd'hui, il existe plusieurs solutions de déploiement d'applications web basées sur Node.js. Nous avons des solutions basées sur des serveurs physiques ou des VPS qui offrent un contrôle total sur votre serveur, mais nécessitent que vous configurez tout vous-même. Il existe également des solutions basées sur le cloud ou le serverless qui peuvent parfois avoir certaines limitations, comme l'impossibilité d'utiliser des modules natifs manipulant directement le système de fichiers. Cela peut nécessiter l'installation de plugins ou la réécriture de certaines parties du code de votre application ou l'adapter à un environnement serverless ou cloud. Selon le type d'application que vous développez, chaque solution peut présenter ses avantages et ses inconvénients. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la solution fonctionnant sur tout serveur physique ou VPS. Solution qui permet l'utilisation de n'importe quel module natif sans nécessité de modification du code ou d'installation de plugins particuliers. L'objectif de cette vidéo est donc de vous montrer comment Docker Compose permet de déployer votre application Node.js basée sur Express.js et MongoDB. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une connaissance de base de l'environnement des serveurs et de Docker, notamment comprendre un Dockerfile et un fichier Docker Compose. Le problème que Docker permet de résoudre est le fameux « mais ça marche sur ma machine ». Docker offre un environnement de déploiement identique, que ce soit sur votre machine ou sur le serveur de production. La seule chose qui changera sera bien évidemment les variables d'environnement. Par exemple, le mot de passe, le port d'écoute, etc. Il faut noter que pour la suite, nous allons considérer que ma machine sur laquelle je fais le test fera office de serveur physique ou de VPS pour déployer l'application que nous avons développée jusque-là. En effet, dans 90% des cas, un VPS est un serveur distant sur lequel est installé un système d'exploitation de type serveur Linux, comme Debian, CentOS, etc. et auquel on a accès via SSH. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, pour déployer notre application, nous aurons besoin de 3 conteneurs. Nous aurons un premier conteneur sur lequel s'exécutera notre application Express, un second conteneur sur lequel s'exécutera MongoDB, et un troisième conteneur sur lequel s'exécutera un reverse proxy comme Nginx qui redirigera les requêtes arrivant sur notre serveur avec un nom de domaine spécifique vers le port d'écoute de notre serveur Express. Donc toutes les requêtes qui vont arriver sur notre serveur seront redirigées par le reverse proxy sur un port spécifique qui sera le port d'écoute de notre serveur Express ici. Pour orchestrer ces différents conteneurs et éviter de les lancer un à un manuellement, nous utiliserons Docker Compose, qui permet de lancer plusieurs conteneurs facilement en configurant l'orchestration via un fichier YAML généralement nommé dockercompose.yaml. Écrire des fichiers Dockerfile et Docker Compose et les tester peut parfois être chronophage. J'ai donc préféré, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, mettre en place les choses et expliquer plutôt les configurations et le processus de mise en place. Si nous prenons le code source de notre application que nous avons développé jusque-là et que nous souhaitons déployer, j'y ai apporté quelques modifications afin de permettre de passer facilement le nom d'utilisateur et le nom de mot de passe de connexion à notre base de données MongoDB lors de la connexion à Mongoose depuis notre application. Donc pour réaliser cela, j'ai dû ajouter de nouvelles variables d'environnement et modifier la récupération de ces variables d'environnement depuis notre code source. Donc si on se réfère aux modifications ici, donc pour avoir une idée des modifications, donc dans un premier temps, j'ai ajouté une nouvelle variable d'environnement ici. Donc il s'agit de ces deux variables d'environnement qui vont nous permettre, de ces trois variables d'environnement. Le premier nous permettant de spécifier le nom de la base de données à laquelle nous souhaitons nous connecter. Le second, le nom d'utilisateur de connexion à la base de données. Et le troisième, le mot de passe. Donc initialement, on utilisait un DBURI en phase de développement où on n'avait pas besoin de préciser le mot de passe de l'utilisateur. Mais lorsqu'on passe en production, nous devons avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe pour ne pas laisser la base de données accessible à tout le monde. Donc cela nécessitera d'ajouter un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mais pour pouvoir réaliser cela, dans la pratique, l'URI pour pouvoir le faire ressemble à ceci. Donc il faut faire user, password et ensuite ajouter les différentes informations de cette façon. Mais il arrive que des fois, lorsqu'on utilise des caractères spéciaux au niveau du mot de passe, en supposant que mon mot de passe contienne par exemple la valeur arrobase, donc ça rend des fois compliqué l'écriture de l'URI où il faut faire certaines manipulations
de conversion du riz pour pouvoir mieux concaténer les choses et avoir le résultat escompté. Donc, pour éviter cela, la solution, c'est de séparer ces différentes variables et de les passer lors de la connexion à Mongoose en les passant comme option de connexion au lieu de passer par l'URI direct. Donc, lorsqu'on procède de cette façon, il faut également séparer le nom de la base de données qu'on mettait directement dans l'URI précédemment et les passer également comme option lors du connect côté Mongoose. Donc, pour pouvoir réaliser cela, donc j'ai dans un premier temps ajouté ces différentes variables d'environnement que nous récupérons ensuite. Donc, si on regarde les modifications au niveau du fichier de configuration, du service qui nous permet de récupérer les variables d'environnement. Donc, ici, les modifications qui ont été ajoutées. Donc, je récupère ces différentes nouvelles variables au niveau de mon process et je mets ces différentes variables à disposition de l'application avec ces nouvelles clés. Donc, dbName pour le nom de la base de données, dbUsername pour le nom d'utilisateur et le dbPassword pour le mot de passe. Donc, si on se réfère encore aux modifications du code, donc ensuite, ces différentes valeurs sont récupérées au niveau de notre point d'entrée de l'application. Donc ici, au niveau du point d'entrée de l'application, donc les changements qui ont été réalisés, c'est de récupérer ces différentes valeurs. Donc les modifications, il s'agit de ces trois variables qui sont récupérées et qui sont passées comme connect option, c'est-à-dire comme option de connexion à notre base de données lorsqu'on se connecte à cette base de données. Donc on précise l'IRI, on passe ces différentes informations comme option de connexion. Donc c'est une façon de faire que Mongoose nous permet. Et si on se réfère maintenant au code du connect, donc il s'agit de cette partie. Donc on voit ici que la modification qui a été réalisée également dans cette partie, c'est que avant on avait juste l'URI de connexion qui contenait le nom de la base de données également. Et là, nous avons plutôt une option qui nous permet de passer ces différentes valeurs. Donc, Mongoose accepte ces différentes valeurs de cette façon. Donc, il faut passer le dbName qui représente le nom de la base de données, le user, le nom de l'utilisateur, le pass qui représente le mot de passe de connexion. Donc, nous avons ces différentes informations que nous avons renseignées ici et qu'on utilise maintenant pour nous connecter à la base de données. Donc, je peux effacer ça vu que nous n'en avons pas besoin. Donc, ça, ce sont les modifications qui ont été apportées à la partie code. Donc, nous avons modifié, si je reprends, le fichier de configuration pour pouvoir récupérer les différentes variables d'environnement. Nous avons modifié la façon dont nous nous connectons à la base de données pour pouvoir passer ces différentes options. Et à la fin, dans le point d'entrée de notre application, nous passons bien les valeurs que nous avons récupérées de nos variables d'environnement à Mongoose pour pouvoir nous connecter à la base de données. Concernant le déploiement, nous aurons besoin d'un fichier de Docker Compose qui va contenir les différentes instructions pour pouvoir créer nos différents conteneurs que nous avons sur l'image ici. Donc nous avons, si on se réfère à l'image, donc nous avons ici besoin de trois conteneurs, donc trois services. Donc nous avons un premier service qui représente notre proxy, un second qui représente notre serveur Express et enfin un troisième qui représente notre base de données. Donc si on se réfère au fichier Docker YAML que nous avons ici, donc nous avons trois services, chacun représentant les instructions permettant de démarrer un des conteneurs. Donc nous avons le API server qui représente notre serveur qui va exécuter Express. Nous avons le DB server qui représente notre serveur qui va exécuter MongoDB. Et enfin, le web server qui représente le service ou le conteneur, le service qui va permettre de démarrer notre reverse proxy, qui est Nginx dans ce cas. Donc en plus de cela, nous avons un volume que nous déclarons qui va mapper sur notre notre serveur de base de données afin de pouvoir garder les données pour que ces données survivent à la fermeture ou à la suppression de ce conteneur. Donc nous créons un volume qui soit mappé sur le conteneur
de base de données pour pouvoir garder les, les données de notre base de données. Donc, nous avons également un réseau dans lequel nous mettons ces différents conteneurs pour pouvoir faciliter la communication et que lors des échanges, nous puissions utiliser des alias pour pouvoir communiquer au lieu d'utiliser des IP qui sont dynamiques. Donc, si nous référons aux différents services que nous avons ici, donc si nous prenons le premier service qui est le conteneur qui permet de démarrer le conteneur ou de créer le conteneur qui va exécuter l'application Express. Pour pouvoir exécuter notre application sur ce serveur, nous aurons besoin de 3 choses essentielles. D'abord, procéder à l'installation des dépendances de notre application, réaliser le build ou la transpilation de notre application et ensuite démarrer l'application en lui passant les bonnes variables d'environnement. Donc, pour pouvoir réaliser cela, il nous faut un Dockerfile qui contiendra l'ensemble des instructions indiquant à Docker comment réaliser ces différentes choses. Donc, pour le service, nous commençons par déclarer ici donner un nom à notre conteneur qui est API Server. Donc, pour le build, nous indiquons que nous voulons exécuter les commandes en étant dans notre dossier courant, c'est-à-dire dans le dossier qui contient actuellement le Dockerfile. C'est pourquoi nous indiquons le point ici pour le contexte. Donc, on indique également que pour pouvoir créer l'image de ce conteneur, que nous souhaitons utiliser le Dockerfile qui se trouve à ce path. Donc, si on se réfère à la structure de notre projet ou des dossiers, donc j'ai créé ici un dossier .docker qui contient l'ensemble des fichiers de configuration, les variables d'environnement que nous aurons besoin pour pouvoir lancer nos différents serveurs en utilisant Docker. Donc, c'est dans ce dossier qu'on retrouve notre Dockerfile en question. Donc, il s'agit de ce Dockerfile. Donc, on indique également que lorsque nous allons, après le build, lorsque nous allons exécuter ou lancer ce conteneur que nous souhaitons utiliser cette variable d'environnement, c'est-à-dire la variable d'environnement se trouvant ici. Donc, cela, avant, lorsqu'on travaillait sans Docker, donc si on se réfère au package.json, pour pouvoir passer les variables d'environnement, on passait directement par Node de cette façon. Donc, on passait par un file pour pouvoir passer les variables d'environnement à notre application lors de son démarrage. Et nous avons changé ici, vu que nous passons par Docker, donc c'est la façon dont nous pouvons passer des variables d'environnement de façon dynamique à notre application lors de son démarrage. Donc, ça veut dire que lorsque le conteneur dont nous déclarons la façon dont l'image sera créée ici, lorsque ce conteneur va s'exécuter, donc il va utiliser ce fichier comme fichier de variable d'environnement. Donc, nous indiquons ensuite que lorsque notre serveur va démarrer, que nous souhaitons pointer le port 8000 de notre serveur sur le port 5000 de notre conteneur. Donc, ça veut dire que sur notre host, c'est-à-dire sur ma machine ou mon VPS, lorsqu'on va essayer d'accéder au port 8000, donc cela va pointer sur ce port de notre conteneur, qui sera le port d'écoute d'Express dans ce cas. Donc, nous indiquons également que notre serveur en question fait partie d'un réseau et qu'il porte le nom API Host. Donc, pour pouvoir accéder à ce serveur, au lieu de mettre l'IP du serveur, donc on pourra utiliser ce nom comme si c'était un nom de domaine du serveur en question. Donc, on indique ensuite que à Docker de redémarrer à chaque fois notre conteneur lorsque ce conteneur va crasher, par exemple. On indique ensuite que ce service dépend du DB server. Donc, c'est juste de dire à Docker que nous souhaitons démarrer DB server avant de démarrer notre service, notre API server. Pourquoi? Parce que nous dépendons, ce service qui est le API server dépend de ce service. C'est-à-dire que ce n'est pas logique de démarrer ce serveur sans avoir démarré celui-ci. Donc, il faut toujours s'assurer de démarrer ceci en premier pour que ce conteneur soit prêt avant de démarrer ce conteneur. Parce que si cette base de données n'est pas prête, donc du coup, ou ce conteneur n'est pas prêt, cela ne nous permet pas d'avoir une base de données disponible dans notre application. D'où le depend on que nous avons mis ici pour dire
Docker que nous dépendons de ce serveur. Donc, si nous nous référons maintenant au Dockerfile qui contient les instructions pour pouvoir démarrer, pour pouvoir mettre en place pour pouvoir créer l'image qui permettra de démarrer notre conteneur en question. Donc, il s'agit de ce serveur Dockerfile. Donc ici, nous commençons par préciser que nous souhaitons créer l'image en partant d'une version de Node qui est égale à 20.10.0. Donc cette version, il s'agit de la version de Node disponible sur ma machine. Donc lorsque je fais Node-V, donc on voit que nous avons la même valeur que celle qui est précisée ici. Donc on indique ensuite que notre work directory, c'est-à-dire notre dossier courant, c'est ce dossier sur le serveur, sur le conteneur. Ensuite, nous réalisons une copie des fichiers package.json et package.log.json vers le dossier courant sur le conteneur. Donc, il s'agit de ce dossier. Vu que nous avons précisé que le work à dire est ceci, donc ça veut dire qu'à chaque fois dans ce dossier, lorsque nous allons écrire /, comme ça va correspondre à ceci. Donc, après la copie, nous réalisons déjà cette copie pour pouvoir avoir les dépendances ou avoir les fichiers pour pouvoir, plus tard, lorsque nous exécutons le npm install, pouvoir installer les dépendances de notre application. Donc, c'est pour cela que nous copions le package.json et le package.log.json. Donc, après la copie, nous procédons à l'installation des dépendances en exécutant npm install. Donc, cela va procéder à l'installation d'Express, de Mongoose, de toutes les dépendances de notre application. Après l'installation des dépendances, nous procédons à la copie du code source de l'application. Donc ici, vu que dans le Docker Compose File, nous avons précisé que notre contest, c'est le dossier courant, c'est-à-dire le dossier dans lequel se trouve le Docker Compose. Donc lorsqu'on va dire copie src, ça veut dire que le src correspond au src, au dossier src se trouvant au même niveau que notre Docker Compose. Donc on copie le dossier src depuis notre machine vers notre conteneur. Donc vu qu'on met point slash ici, donc ça veut dire que ça va correspondre à ce dossier /src. Donc on réalise la copie du code source de notre application, c'est-à-dire les éléments dont nous avons besoin spécifiquement vers le dossier src. Nous réalisons ensuite la copie de fichiers de configuration de TypeScript vers le dossier courant également. Donc le but de cette copie, c'est de pouvoir utiliser ce fichier de configuration plus tard pour le build du code source que nous avons copié initialement ici. Donc après la copie, nous procédons à la transpilation de notre application en exécutant le npm run build. Donc cela va exécuter le build se trouvant dans ce fichier que nous avons précédemment copié. Donc on voit que ça fait un TSC, donc une compilation classique ou une transpilation classique. J'étais dans le server file, donc nous étions sur cette ligne. Donc après le build de notre application, nous indiquons à Docker que notre application, nous allons utiliser ce port, donc nous l'exposons pour le rendre accessible aux autres conteneurs. Donc nous indiquons ensuite que nous souhaitons exécuter l'application avec cet utilisateur. Donc ça c'est pour éviter de donner trop de droits à notre application ou de l'exécuter en mode route. Donc ça c'est une bonne pratique dans les bonnes pratiques d'utilisation de Docker, de ne pas lancer votre application Node en lui donnant en tant qu'un utilisateur, en tant qu'un super utilisateur. Donc c'est pourquoi on l'exécute en tant qu'utilisateur Node ici. Donc un simple utilisateur. Donc ensuite, nous précisons la commande, c'est-à-dire le script qui sera exécuté lorsque nous essaierons de lancer notre application. Donc c'est ça la commande. Donc on utilise ici Node en lui précisant le chemin vers le fichier qui sera exécuté. Donc il s'agit de ce que nous faisons en passant par npm ici. Donc ici, en réalité, ce que nous faisons, ça s'apparente à ceci. Donc jusque nous ne précisons plus le chemin vers les variables d'environnement, vu que tout ceci est déjà précisé en passant par le Docker Compose YAML. Donc cela revient à exécuter ceci. Donc il s'agit de lancer
ou de démarrer notre application à partir du fichier qui est transpilé. Donc ça, c'est pour le Docker file. Donc si on se réfère maintenant au fichier, aux variables d'environnement, donc si on prend le API Server ici, donc on voit ici que nous précisons que le port sur lequel va écouter notre application, c'est le 5000. Donc cela explique pourquoi dans notre Docker file, nous disons ici que nous exposons ce port. C'est pour que d'autres conteneurs puissent, ou notre host puisse accéder à l'application en passant par ce port. Donc c'est ici que nous définissons les différentes valeurs. Donc on dit ici que nous sommes en mode production. Nous voulons écouter ou lancer notre application sur ce port. Donc ça, c'est des configurations que nous avons vues précédemment. Donc on précise le DB URI. On précise le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe qui sont passés à l'application, etc. Donc nous venons de voir les différentes configurations permettant de lancer le conteneur qui va exécuter notre application Node. Donc nous allons passer au deuxième conteneur qui est le conteneur qui va exécuter MongoDB, c'est-à-dire notre serveur de base de données. Donc si on ferme ceci et qu'on retourne à notre Docker Compose, donc on vient de terminer avec l'explication de cette partie. Donc il s'agit maintenant de se référer à la configuration permettant de créer l'image de notre second conteneur. Donc pour le conteneur de base de données, il n'y a rien de spécial à faire, si ce n'est de s'assurer que l'on accède à ce conteneur via un mot de passe et un utilisateur donné. Donc pour cela, déjà nous avons donné le nom au conteneur en question. Donc on précise ici que nous utilisons cette image. Donc il s'agit de l'image correspondant à la version de MongoDB que vous souhaitez. Donc pareil, on dit de redémarrer ce conteneur à chaque fois que ça crache. On précise ici le onFile, donc c'est à travers le onFile que nous avons précisé les noms d'utilisateurs et mots de passe qui seront utilisés pour démarrer ce serveur la première fois. Donc si on se réfère au contenu de ce fichier de variable d'environnement ici, donc on voit que nous avons le Mongo init root username qui correspond à la valeur et le Mongo init root password, c'est-à-dire ces deux valeurs qui correspondent aux valeurs que nous avons précisées ici. Donc c'est les informations de connexion de l'utilisateur à la base de données. Donc nous précisons ces informations et ça on le retrouve dans la documentation de Docker, de Mongoose et de MongoDB qui précise que si vous souhaitez démarrer votre conteneur avec des utilisateurs et des mots de passe donnés, donc il suffit de passer cela via des variables d'environnement de cette façon. Donc ça, c'est la particularité au niveau du conteneur permettant de démarrer le serveur de base de données. Donc nous disons également que nous souhaitons rendre accessible ou permettre aux conteneurs ou aux applications qui tournent sur le host de pouvoir accéder au port, à ce port. Donc on réalise un mapping de port ici pour permettre à ce que depuis l'extérieur on puisse accéder à l'application, à ce port de l'application. Donc on dit également ici que nous faisons en sorte que ce conteneur ou ce service appartienne à ce réseau. Donc le réseau App Network, et que dans ce réseau on peut accéder directement à ce conteneur en utilisant ce nom, donc cet alias. Donc comme je l'ai dit, cela facilite les échanges entre les conteneurs, donc on n'est pas obligé d'avoir des adresses IP pour communiquer entre les différents conteneurs, mais on peut passer par les noms directement. Donc pour voir l'utilité de ceci, donc si on se réfère aux variables d'environnement du serveur de Express, donc on voit que j'ai utilisé dbhost ici au lieu de mettre une adresse IP ici. Donc ceci est possible parce que j'ai dit clairement ici dans mon Docker Compose que pour ce host appartenant à ce réseau, donc je lui donne ceci comme alias. Donc j'ai pu réaliser cela à cause de l'alias
que j'ai mis en place ici. Donc, si on continue notre exploration du fichier Docker Compose, nous allons maintenant voir le troisième service qui est le reverse proxy. Donc, nous avons vu pour ce service, donc on va se focaliser maintenant sur le reverse proxy. Donc, le but du reverse proxy, dans un premier temps, c'est pour nous éviter d'avoir à écrire localhost ou le nom du serveur ou l'IP plutôt du serveur avec les ports à chaque fois. Donc cela, c'est pour éviter cela qu'on passe par des reverse proxy. Donc cela nous permet d'éviter de spécifier à chaque fois le port d'écoute de l'application directement lorsque nous faisons des requêtes. Donc ici, au niveau du serveur proxy, donc on dit d'abord que nous souhaitons utiliser cette image. Donc Nginx, ici, je n'ai pas précisé la version. Donc vous pouvez préciser la version. Si aucune version n'est précisée, donc ça veut dire que c'est la dernière version de Nginx qui sera prise dans ce cas pour exécuter l'application. Ici, je pense que j'ai fait une erreur au niveau du nom de l'image ici, c'est Nginx. Donc c'est Nginx. Donc pour le build, on précise que nous souhaitons encore une fois utiliser le contexte qui correspond au dossier courant dans lequel se trouve le Docker file, le Docker Compose file, c'est-à-dire le Docker Compose YAML. On indique que pour pouvoir démarrer ou build, créer l'image de ce serveur que nous utilisons, ce Dockerfile. Donc ici, nous n'avons en réalité pas besoin de ça, vu que pour pouvoir créer l'image, on pourrait utiliser directement le contenu du Dockerfile. Mais si on fait ceci, ça veut dire que, vu que l'image est présente et que nous avons également le Dockerfile qui est présent, donc ça veut dire que l'image créée va porter ce nom. Donc cela ne correspond plus à ce que nous avons fait dans le cas de MongoDB ici. Donc dans le cas de MongoDB, vu que nous n'avons pas de build, ça veut dire que c'est cette version qui sera récupérée. Et dans le cas du Nginx ici, vu que nous avons une partie build, donc ça veut dire que l'image sera créée, nommée avec le nom que nous donnons ici. Donc on peut changer le nom si nous voulons. Et donc on peut dire par exemple Nginx reverse proxy par exemple. Donc si on se réfère au Dockerfile du web server, donc ici nous disons que nous utilisons cette version de Nginx. Donc on veut créer l'image à partir de cette version que nous réalisons, nous exposons ce port. Donc c'est le port d'écoute des applications web par défaut qui est le 80. Donc on dit ici que nous souhaitons rendre ce port accessible à l'extérieur ou que ce port sera utilisé et qu'il faut permettre à d'autres conteneurs de pouvoir y accéder. Donc ensuite, nous réalisons la modification du fichier de configuration par défaut de Nginx. Donc on remplace ce fichier par ce fichier que nous avons sur notre machine. Donc on copie ce fichier depuis notre machine vers notre conteneur. Donc il s'agit du fichier que nous avons ici. Donc nous avons ce fichier ici. Donc si on se réfère au contenu du fichier, donc on dit que nous souhaitons que notre serveur écoute sur ce port. Donc ici, il s'agit d'une configuration de Nginx. Donc on dit ici que nous souhaitons que notre serveur écoute sur ce port, le port 80, et que toutes les requêtes qui vont arriver sur ce port avec l'URL ou le host qui va correspondre à cette valeur, c'est-à-dire API devpropulsor.io, que nous souhaitons rediriger cela ou lui appliquer des règles que nous avons ici. Donc concernant les règles qui sont appliquées, on dit ici que tout ce qui viendra avec ce nom de domaine ou ce host, ou les valeurs d'entête host qui va correspondre à ceci, nous souhaitons avoir un reverse proxy. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui vont venir ici avec ce host, nous souhaitons rediriger cela vers cette URL. Donc j'avais dit tout à l'heure que les alias, c'est avec les alias qu'on permet, c'est les alias qui nous permettent d'avoir quelque chose comme ça.
Donc, au lieu d'indiquer l'IP, donc on indique juste la valeur de host que nous avons précisée ici lors de la création de notre service. Donc, c'est cette valeur qui est utilisée. Donc, si on revient à la configuration, donc on dit à chaque fois que quelqu'un fait une requête via ce nom de domaine, donc redirige cette requête vers l'API host sur le port 5000 et retourne-nous les résultats à chaque fois. Donc, on dit ensuite ici que pour l'entête des requêtes, précise que le host, maintenant, c'est le host que l'utilisateur avait renseigné lors de la requête. Et il s'agit de cette valeur en question. Donc, ça, c'est une configuration de Nginx. On peut regarder la documentation si vous voulez avoir plus de détails sur cette configuration. Donc, ceci permet d'avoir au final quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire une requête sur API devpropulsor.io/employee. Donc, ça va rediriger cela vers notre... parce que la requête va arriver sur notre serveur proxy, notre reverse proxy. Le reverse proxy va rediriger ça sur notre serveur express sur le port 5000. Donc, c'est cette configuration qui nous permet de réaliser cela. Après, on dit également que redémarre, à Docker redémarre ce conteneur à chaque fois que ça crache. Et on dit également ici que ce serveur dépend du DB server, c'est-à-dire qu'on attend que le DB server soit démarré avant de démarrer ou de lancer ce, ce serveur. Non, je ne suis pas au bon endroit. Donc, je suis au niveau du web server, donc le depend, on doit regarder cette partie. Donc, on voit qu'il dépend des deux services qu'on a déclarés précédemment, vu que ce service dépend de Express et que Express dépend de ce service. Donc, on dit simplement que pour pouvoir démarrer ce service, on attend que les deux soient démarrés en premier. Donc, d'où le dependent où on précise les deux valeurs que nous avons ici. Donc, ça, c'est pour la partie conteneur. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons créé un volume que nous utilisons dans la partie DB server. Donc, si on se réfère ici à la partie volume, donc pour le serveur le conteneur ou le service de base de données ici. Donc, on déclare ici que nous souhaitons avoir un volume. Donc, c'est dans ce volume que sera écrites les données de notre base de données. Donc, on dit ici que nous pointons à notre... lorsque nous allons démarrer ce conteneur et qu'on va écrire dans /data/db, qui est le dossier d'écriture par défaut de MongoDB, que nous souhaitons que ceci soit écrit dans notre volume que nous avons créé ici. Donc, c'est la signification de ce que nous avons là. Donc, cela permet de garder les données, que les données survivent à la suppression du conteneur ou au crash du conteneur en question. Et si on se réfère à la partie network, donc on dit ici qu'on crée juste un réseau dans lequel nous mettrons ces différents conteneurs pour faciliter leur communication et pour pouvoir utiliser les alias comme nous l'avons vu tout à l'heure pour faciliter la communication ou l'échange entre ces différents conteneurs. Donc voilà un peu résumé le contenu du Dockerfile. Donc après avoir mis en place tout cela, il nous suffit d'exécuter maintenant le Docker Compose app pour démarrer notre application, c'est-à-dire procéder à la création des images, démarrer le conteneur et lancer l'application. Donc, si nous retournons dans le dossier de notre application ici, donc il nous suffit, après avoir fait tout ceci, d'avoir mis en place les différentes configurations, de faire un Docker Compose. Donc, on exécute ici Docker Compose app, comme ça. Donc, on renseigne le mot de passe. Et là, on voit que les différentes choses que nous avons mises en place s'exécutent. Les instructions s'exécutent. Donc ici, si je me réfère à ce que nous avons tout en haut, donc le Docker Compose va dans un premier temps procéder à
au téléchargement des images, si les images que nous souhaitons utiliser pour créer nos différents conteneurs n'existent pas. Mais dans mon cas, j'ai déjà les différentes images qui sont sur ma machine, donc on ne voit plus le téléchargement qui se fait. Donc on voit ici qu'il dit, nous avons l'exécution qui a commencé. Donc il dit ici, il a commencé par le web server. Donc il nous dit, il fait un warning ici. Il dit que pour le web server, qu'il a terminé son build. Ensuite, nous avons le démarrage de l'application. Donc ici, le build j'avais déjà exécuté le build une fois sûrement. C'est à cause de ça que certaines parties du build ne se sont pas fait voir ici. Si on regarde ici, donc nous avons le web server qui a démarré. Ensuite, nous avons le démarrage ou la création des différents conteneurs. Donc, on voit ici que nous avons la création du réseau que nous avons demandé. Donc, le API un network qui est créé. Nous avons la création du conteneur de base de données, la création du conteneur d'API et enfin la création du serveur web également. Donc après cela, on voit que notre DB server est démarré. Notre serveur de base de données est démarré. Donc parce que nous avons dit que les autres conteneurs dépendent de ce conteneur. Donc nous avons le API server qui dépend de DB server. Et nous avons également le web server qui dépend de DB server. Donc, il y a le DB server qui est lancé en premier. Après avoir fini le démarrage, donc on voit qu'il y a le API server qui est lancé, vu que le API server dépend du DB server. Donc, le API server est démarré. Pendant ce temps, il y a le DB server qui continue de tourner. Et lorsqu'on se réfère toujours au log, donc on voit qu'à un moment, il y a le API server, c'est-à-dire nos serveurs Express, qui a également démarré. Donc on voit, comme dit ici, successfully connected to DB. Et on voit que l'application écoute bien sur le port 5000 que nous avons précisé dans la variable d'environnement. Donc ça nous montre que notre application est fonctionnelle. Donc voilà pour les logs. Donc ici, j'ai lancé le Docker Compose Up sans préciser l'option -D. Donc ça veut dire que j'utilise encore ma console pour pouvoir, c'est-à-dire que Docker ne me redonne pas la main sur ma console après, c'est-à-dire que j'ai pas lancé la commande en mode daemon. Donc on aurait pu lancer la commande en mode daemon pour que le lancement de l'application se fasse en background. Donc on peut par exemple ici analyser un peu ce que nous avons ensuite après avoir lancé l'application. Donc si on se réfère aux choses que nous avons ici, donc on voit que il y a des applications qui ont démarré il y a 3 minutes. Donc nous avons notre reverse proxy que nous avons, donc il s'agit du nom que j'ai donné ici. Donc si on cherche au niveau du web server, il s'agit du nom que j'ai ici, donc le nom de l'image que nous avons donné. Donc on voit qu'il y a un conteneur qui a été démarré avec cette image et qui est en train de tourner. Donc nous avons également notre serveur API qui est démarré également. Nous avons notre serveur de base de données qui est démarré également, qui a été créé avec cette image. Donc nous avons ces différents éléments qui sont lancés et qui tournent actuellement sur notre host. Donc autre chose que nous pourrons vérifier, si nous voulons voir par exemple le log de notre application. Donc si je fais docker compose logs comme ça et que je précise le service, supposons que nous voulons voir les logs du API server. Donc si je fais ceci, je pense que je dois mettre le nom du service après le log.
Donc, je vois que j'ai les informations de log sur le API server. Donc, je vois que les dernières informations de log sont ces informations que nous avons ici. Donc, je peux faire la même chose pour les autres différents serveurs pour voir les logs au besoin. Donc, nous allons réaliser un test ici pour voir si, ce que ça donne. Donc, j'ouvre Insomnian. Donc ici, lorsque je viens ici et que je fais par exemple localhost, nous avons dit tout à l'heure que l'application est accessible sur le port 5000. Donc si je fais quelque chose comme ça, euh, localhost, ok, l'application est accessible. Si on se réfère à ce que nous avons ici, l'application est accessible sur le host, sur le port. Je refais ceci. Si je fais ceci, Docker compose et que je vérifie le port, les informations sur le port de mon application, Docker. Ok, Docker compose, je pense au niveau du port. Si je vais avoir les informations sur le port, je vais faire ceci. Euh, et je pense que je dois récupérer juste le numéro. J'ai mon Nginx qui est là, j'ai mon serveur Express qui est là. Et si je prends cet ID, que je fais Docker. Ok, donc là, je viens de récupérer les informations sur le port, les détails sur le port de l'application qui tourne en utilisant sur le conteneur dont l'ID correspond à cette valeur. Donc, on voit ici que j'ai mon application qui écoute sur le port 5000, mais qui map vers l'extérieur sur le port 8000. Donc, pour pouvoir accéder à cela, ce n'est pas le port 5000, mais il s'agit du port 8000 et cela correspond en réalité à ce que nous avons mis ici. Donc, on dit que notre application écoute sur le port 5000, mais on souhaite exposer cela sur le port 8000. Donc ici, c'est une erreur de ma part. Il suffit de mettre le 8000 ici. Donc, on voit que nous accédons maintenant à notre application en utilisant ce port. Mais écrire les choses de cette façon n'est pas convivial ou joli. Donc, l'idée serait d'utiliser un nom de domaine qui ressemble à ceci. Donc api.devpropulsor.io. Donc ça, c'est ce que nous avons mis en place à travers la configuration de Nginx. Donc la configuration que nous avons mis en place ici nous permet de réaliser cela. Donc c'est ce que nous avons précisé ici, que je mets là. Donc l'idée, c'est de tester cette configuration. Donc, on voit que tout marche également comme attendu. Et pour pouvoir avoir ceci, donc il fallait modifier le contenu de mon host pour indiquer un host virtuel ici. Donc, il fallait dire au niveau de mon système que je fais ceci. Donc, pour pouvoir rendre ceci possible, il faut ajouter au niveau de notre fichier de host ceci. Donc, un mapping pour indiquer à notre machine ou à notre VPS, vu que ceci n'est pas un vrai domaine, il va falloir indiquer à
à notre serveur ou à notre machine, qui dans mon cas est ma machine locale, que à chaque fois que je fais une requête de cette façon, on pointe ça sur ma machine locale. Et vu que le conteneur faisant office de reverse proxy écoute bien mon host sur le port 80, donc du coup cela fait qu'il intercepte la requête et le passe à mon conteneur Express ici. Donc voilà de façon générale comment on peut réaliser ceci, c'est-à-dire mettre en place des configurations pour pouvoir déployer une application Express ou une application Node.js basée sur Express sur un VPS. Donc dans la pratique, après avoir vérifié que tout fonctionne, il nous suffit de pousser les fichiers de configuration, c'est-à-dire le fichier Dockerfile, les Docker YAML, les fichiers de configuration de Nginx, de pousser tout cela sur Git, sans les variables d'environnement bien sûr. Donc pour les variables d'environnement, il va falloir créer, comme nous l'avons fait dans la vidéo sur les variables d'environnement, juste des fichiers en point local comme ça, des fichiers de sample, et mettre ça à disposition des développeurs pour qu'ils puissent recréer à partir de ces fichiers de sample leurs fichiers de variables d'environnement. Donc c'est quelque chose que nous avons vu dans la vidéo sur les variables d'environnement. Donc il ne faut pas pousser les vraies variables d'environnement telles quelles, mais il faut créer des fichiers qui ne contiennent pas ces valeurs et qui donnent une idée aux utilisateurs de comment les créer. Donc si je reprends encore une fois, donc l'idée, après avoir réalisé, testé tout, que tout fonctionne, il faut juste pousser ces changements sans les variables d'environnement sur Git. Donc après cela, pour le déploiement sur un serveur distant, il suffit une fois connecté à votre serveur via SSH de cloner le projet, de créer les bons fichiers de variables d'environnement en se basant sur les fichiers sample comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos et d'exécuter la commande docker compose up pour pouvoir déployer votre application sur votre serveur. Et par la suite, lorsque vous réalisez d'autres modifications sur le code source et que vous mettez à jour cela sur Git encore une fois à travers un push et merge, il vous suffira pour pouvoir refaire le déploiement, de faire un pull et d'exécuter la commande docker compose down pour éteindre et supprimer les conteneurs existants, puis un docker compose up à nouveau pour recréer les conteneurs à partir du code à jour. Donc il s'agit de faire quelque chose comme ça, en supposant que par la suite, nous avons poussé notre code que nous avons ici. Sur le serveur, nous avons réalisé des modifications et que sur notre serveur distant, nous souhaitons mettre à jour les choses. Donc, il nous suffit de faire un docker compose down ici, comme ça, de supprimer les différents conteneurs, ensuite supprimer les différentes images. Donc, il va falloir supprimer les différentes images correspondant à ces conteneurs en utilisant le docker compose. Donc, on peut faire ceci, docker sudo docker. D'abord, on va voir les images qui existent que nous avons créées. Donc, nous avons beaucoup d'images ici. Donc, il faut trouver juste les bonnes images que nous avons créées, donc les supprimer. Donc, on peut faire cela ici. Donc, je peux faire ici sudo docker remove image et préciser l'image que je veux supprimer. Donc, on va faire la même chose pour les autres images. Donc, dans notre cas, nous avons deux autres images. Donc, nous avons Express API Server. Donc, il va falloir exécuter la commande. Donc, ça, on peut l'automatiser. Donc, je vais faire un RM ici. Donc, supprimer les différentes images. Et il nous reste une dernière image. Donc, j'ai le Nginx. Ça, c'est des anciennes images que j'ai sur ma machine qui provient de projets précédents.
OK. Donc après la suppression des différentes images ici, il nous suffit de relancer la commande avec le docker compose up. Et là, tout va donc docker. On voit ici que vu que j'ai supprimé maintenant le, le conteneur et l'image correspondant au serveur sur lequel s'exécute par exemple mon serveur Express. Donc on voit par exemple que lorsque j'ai fait le docker compose up maintenant, que l'image a été recréée de zéro. Donc on voit cette fois-ci que lors du build, nous avons le API server qui est recréé. Donc on voit ici qu'il y a ces différentes commandes qui sont exécutées, qui sont les contenus de notre Dockerfile qui sont bien exécutés pour recréer le conteneur en question. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire après la mise à jour de notre code. Donc on peut automatiser cela et mettre dans notre pipeline une commande qui supprime les anciennes images et refait un Docker Compose Amp pour les recréer de nouveau avec le code à jour. Donc, concernant les améliorations, si nous revenons à ce que nous avons fait, concernant les améliorations que nous pouvons apporter ou quelques améliorations qui peuvent être apportées à ce que nous avons mis en place, nous pouvons réaliser par exemple l'implémentation d'un health check qui permet de vérifier que les applications dans le conteneur fonctionnent correctement. Alors, dans le cas du conteneur qui fait exécuter l'application Express, il s'agira de faire une requête vers un endpoint par défaut ou un endpoint dédié au health check toutes les 5 secondes par exemple et de vérifier que cela retourne un code 200 à chaque appel. Et pour le conteneur de base de données, il s'agira de simuler une requête de connexion toutes les 5 secondes par exemple pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et il faut également noter qu'il est important de s'assurer lors du démarrage avec le Docker Compose App que le conteneur Express ne démarre que lorsque le conteneur de la base de données a un health check qui est valide. Donc, vous pouvez vérifier comment réaliser cela en faisant des petites recherches. Donc avec tout ça, nous pouvons également facilement mettre en place un CI/CD via Jenkins par exemple, avec ce que nous avons mis en place afin de redéployer notre code sur un serveur de staging pour des tests avant la mise en production. Et pour améliorer les performances de l'application, nous pouvons également mettre en place du caching, du load balancing ou envisager une migration vers Kubernetes par exemple. Enfin, pour une application en production, il est essentiel de mettre en place une stratégie de sauvegarde régulière également de la base de données pour éviter les pertes de données lorsque votre serveur crache. Donc, il est important aussi de mettre cette sauvegarde dans un serveur ou sur un serveur autre que le serveur qui sert à faire tourner l'application. Comme ça, si le serveur qui fait tourner l'application crash, vous avez au moins un backup ailleurs qui peut être utilisé pour restaurer les données. Et tout ceci nous ramène à la conclusion de cette vidéo. Et je terminerai en disant que cela fait un moment que j'ai débuté cette série sur Express et TypeScript. Et nous avons commencé en douceur avec les bases d'Express. Puis nous avons vu des notions d'architecture, comment travailler avec MongoDB et Mongoose, comment mettre en place une authentification JSON Web Token, comment réaliser des tests unitaires et des tests d'intégration, et comment assurer une bonne gestion des erreurs et un arrêt en douceur, c'est-à-dire le graceful shutdown. Pour terminer, nous avons vu comment déployer l'application que nous avons développée. Bref, nous avons couvert l'essentiel pour vous permettre de développer des applications basées sur Express.js, TypeScript et MongoDB. Notez que cette vidéo marque la fin de cette série sur Express.js. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager la playlist autour de vous pour améliorer la visibilité de la chaîne et permettre à d'autres personnes de bénéficier du contenu que je partage. Donc, comme d'habitude, je mettrai également en description de la vidéo le lien vers le repository pour pouvoir récupérer ces fichiers de configuration et le code au cas où vous souhaitez réaliser certains tests par vous-même. D'ici là, portez-vous bien.